Est-ce que je parle là ? Eh oui, c'est moi. Eh bien, bonjour à tous. On est ce soir encore une fois dans le 20e arrondissement, toujours le même endroit, pour la deuxième édition de la table ronde. Alors, il faudra plus toucher ni les fils ni rien. Parce qu'en fait, quand tu touches les fils, ça fait des bruits. Je faisais pipi, j'ai pas réglé les trucs. Donc, bienvenue pour la deuxième édition de la table ronde du podcast Sois sage et parle fort. Je suis aujourd'hui en compagnie de 3 autres super invités de qualité, j'espère. J'ai l'habitude... alors déjà, le thème, ce soir, ça sera le rapport au travail, mais je pense qu'on va faire pas mal de déviations. J'ai pour habitude de faire un premier tour de ronde, à savoir comment vous vous sentez chacun aujourd'hui, ce soir, en ce moment, en cet instant. Je te laisse commencer, du coup. Loïc, comment tu te sens là ? Donc moi, c'est Loïc, 29 ans. Tout de suite. Je me sens tout à fait apte à parler de ce sujet parce que je viens de quitter mon dernier boulot et c'est pas la première fois que je quitte un boulot en période d'essai pour lancer des nouveaux business entrepreneuriaux. Donc, on est exactement dans le sujet. Pourquoi je l'ai quitté, pourquoi j'ai envie de relancer, me relancer dans l'entrepreneuriat après avoir fait 3 ans et demi là-dedans. Donc, voilà. T'es prêt, quoi. Je suis prêt, je suis dedans. Et là, t'es bien, t'es de bonne humeur, t'es chill. Ouais, ça va, je suis accoudé à un petit meuble, donc ça, tout va très bien. Écoute, on n'a pas encore de studio d'enregistrement, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, non, ça a l'air, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Thibaut. Bonjour. Moi, ça va, je suis un peu stressé, forcément, de discuter avec vous, mais très content de parler de ce sujet qui me passionne, car je suis prof de sciences économiques et sociales, et du coup, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup et qui m'intéresse énormément. Tu es un peu, là, sache que ce soir, tu es notre figure de référence. Ah mince. Aïe. Ouais, donc faut pas que je dise trop de bêtises, c'est ça ? C'est ça. Okay. Là, on compte sur toi. Là. Ok, mais tout sera chiffré, tout sera vraiment... Tu nous fais les sources, sourcées, auteur, bien sûr. Ok. À toi. Et moi, la question, c'était surtout comment on se sent. Ouais, c'est ça. Je me sens bien, impressionnée déjà par ce setup de fou. Totalement. Et à savoir que le premier podcast que j'avais enregistré, c'était ton tout premier podcast. Mais oui. Alors, Ellie, qui est mon amie de longue date et qui vient de passer 2 ans à Madrid en VIE. Donc, autre expérience. Et donc, fraîchement de retour à Paris. Et fraîchement. Très fraîchement. Et je me sens bien. Petite bonne humeur. Oui. Bonne énergie pour un mercredi soir. Tout va bien. Oui. Très bien. Et moi, comment je me sens ? Je suis absolument éclatée de fatigue. Mais je suis trop contente de faire ça ce soir parce que je sais que ça va me redonner de l'énergie. Et du coup, rapport au travail, c'est un grand sujet. Donc, c'est bien parce que ce podcast sortira quand je pourrai légitimement dire que je suis à mon compte. J'espère. Donc, après des années à en avoir rêvé et ne pas me l'être autorisé à me l'avouer, j'ai enfin franchi le cap de me dire il faut que je me lance à mon compte. Ce sujet-là du travail est hyper intéressant sur plein d'aspects, je trouve. Non seulement d'un point de vue du rapport qu'on entretient avec le travail, la séparation vie pro, vie perso, tous ces sujets, et le fait que de plus en plus, depuis le confinement, en fait, surtout depuis le Covid, avec du coup, où on a été pendant des mois en télétravail, il y a eu un changement, j'ai l'impression, une évolution du rapport au travail avec l'envie, en tout cas j'ai l'impression, de plus de liberté, d'un meilleur équilibre de vie pro, vie perso, avec un peu une espèce de révolte et tout ce qu'on a vu. Et avec récemment un recul de l'acceptation des entreprises envers le télétravail, sous couvert de baisse de productivité, de cohésion des équipes, nanana, on pourra en discuter. Donc bref, je trouvais ce sujet hyper intéressant. Première question que je vais vous poser, quelle serait en une phrase ou en un mot ce qui vous viendrait à l'idée si je vous dis le mot travail ou vie professionnelle ? Loïc ? En un mot, vie professionnelle, pour moi, ça a pas de sens, parce que je veux pas que ma vie professionnelle soit différente de ma vie personnelle. C'est-à-dire, je veux jamais prendre ma retraite. Je me dis, si un jour je prends ma retraite, c'est que ça a été un échec, parce que c'est que j'ai voulu arrêter à un moment ce que j'ai fait, tu vois. Donc, quand il y a eu la réforme des retraites, etc., bien sûr, je me mettais à la place des autres, mais je me sentais pas du tout concerné, parce que moi, tant que je suis en capacité intellectuelle de faire mon taf, le but, c'est que... Tu travailles, quoi. C'est que je travaille.
Mais un truc qui te fait kiffer. Bah, c'est pour ça, ouais. Ça, c'est tout le, Ouais. c'est tout le délire. Quand je vois certains membres de ma famille qui disent qu'ils doivent partir à la retraite à 66 ou 64, etc., je me dis que c'est horrible de penser comme ça parce que moi, le but, c'est que je continue enfin, c'est que j'ai un truc qui me fait kiffer, qui me stimule, qui me permet de rester hyper actif, et du coup, que jamais je veuille arrêter, tu vois. Alors, oui, alors Loïc, pour ceux qui ne connaissent pas Loïc, c'est un petit excité de la vie qui a autant d'énergie que je sais pas. Je pense on se ressemble un peu sur certains trucs, tu vois. Je pense, ouais. Et t'as beaucoup d'énergie et t'as 40 000 projets en même temps. Donc ça m'étonne pas trop. Mais non, mais c'est assez vrai parce que le mot retraite, finalement, il est drôle. Parce que moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis plus séparée vie pro, vie perso. Mais quand on pense à retraite à 64, 66 ans, 62 ans, peu importe, ça veut quand même dire que à 63 ans, 64 ans, on souffle enfin de ne plus travailler. Comme si le mot travail était considéré comme une dure besogne, quoi, ça, qu'on doit faire pendant bien 40 ans de notre vie, voire plus. Et finalement, ça vient à se questionner un peu. Mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir un travail passion, un travail qui nous anime, avec lequel on peut gagner correctement notre vie, parce que c'est ce qui intéresse tout le monde, finalement. Non. Ouais, pour moi aussi, enfin, justement, pour contrebalancer un peu, pour moi aussi, le travail, ça renvoie beaucoup à l'effort qu'on a à fournir, à un effort qu'on a à fournir, et donc forcément, ça induit aussi un moment de repos de cet effort qu'on a fourni. Parce que même quand on parle de travail qui peut nous passionner, dans quelque chose qui nous passionne, je sais pas si par exemple, t'es passionné de musique, et que tu veux en faire ton travail, il faut que tu fournisses un effort, tu vois, pour atteindre ce moment où ce sera plus confortable pour toi de jouer de la musique plus facilement, etc. Donc je comprends ton point de vue, mais moi j'associe beaucoup le travail à l'effort, et donc forcément, il y a un moment de repos aussi. Ouais, Voilà. non, en vrai, là, je suis d'accord. Après, il y a un truc moi, qui m'a souvent marqué, c'est mon père, il est militaire, Ouais. et mes parents, ils sont, je crois d'ailleurs, comme ceux de Marie, hein, ils sont assez âgés. Ouais, oui. Mon père a 78 ans. Et mon premier taf, c'était en CDI chez Tweet. Donc je fais beaucoup de CDI. Hein. J'ai 29 ans, mais j'en ai fait, je crois, 6 ou 7. Ok. Alors j'ai ma boîte pendant 4 ans, donc tu vois, ça me plaît pas. Non, mais le mec, il a une vie. Il a eu un petit souci. J'arrête tout le temps, en fait. Parce que je tente, je me dis, ça va le faire cette fois-ci. Et en fait, ça le fait jamais. Et Parce qu'est-ce qui fait que ça le fait jamais, justement? Bah, en fait, je me dis, honnêtement, quand je prends sur les dernières expériences, je vais pas donner le nom des boîtes, mais une start-up parisienne qui a levé énormément d'argent et une multinationale, à chaque fois, je me dis, bah là, j'ai pas eu de chance, je tombais sur un. En fait, je tombe tout le temps sur un truc qui va pas, tu vois. Il y a peut-être un petit problème avec toi. Mais je pense que c'est moi qui en fait trouve le truc qui va pas et qui en fait ça Alors du coup, bloque, c'est quoi etc. qui te dérange dans ce rapport qu'il y a entre quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui, quelque part, gère ton temps, enfin entre guillemets, ou gère l'organisation et dispatche les tâches, etc. Est-ce que c'est du coup, tu supportes pas d'avoir quelqu'un d'autre qui décide, ou Non. tu dépends d'une organisation où c'est pas toi qui gères le truc? Ouais, non, c'est pas la hiérarchie le problème parce que j'ai aucun souci avec ça. En fait, quand je suis ma première boîte, du coup, je l'ai créée, j'étais tout seul et je bossais 14 heures par semaine et je faisais tout. Là, du coup, j'ai d'autres projets, d'autres boîtes qui marchent et je fais tout. Et en fait, en entreprise, je fais rien. C'est-à-dire, je prends aucun lead. Je mets tout le temps quelqu'un pour le faire. En fait, je me dis, je suis tellement une petite partie du projet qu'en fait, j'arrive même pas à savoir ce que je dois faire, donc je fais rien. En fait, t'as besoin, quelque part, toi, de contrôler le truc de A à Z, d'avoir une vue d'ensemble pour être stimulé, pour comprendre les enjeux et pour gérer le truc. Alors que quand tu fais partie d'une partie du truc, ok. Mais ce qui va poser un problème, si un jour je veux créer une boîte qui va lever X millions, etc., il va falloir qu'à un moment donné, j'ai pas la main sur tout, quoi. Tu délègues, oui. Parce que tu comptes lever des millions. Ouais, Bah, Bien c'est sûr. bien. C'est ambitieux. là, C'est bien. bah là, à court terme, je vais créer des business passifs qui m'apportent de l'argent, puis une fois que j'ai ça et que j'ai une sécurité, C'est trop marrant parce je qu'en vais fait, créer on a une boîte là, dans une seule pièce, on a un panel de différents points de vue, mais c'est Ouais, génial. finalement, t'associes quand même le travail à l'argent. Ouais, mais tu vois, là, par exemple, j'habite dans un appart qui fait, je paye 800 balles et il y a 21 mètres carrés qui est vraiment pas ouf. Mais j'ai pas envie de changer parce que c'est pas un souci, mais l'argent comme la carotte, tu vois, tu me dirais, tu gagnes, je sais pas, 25 Kinder Bueno à la fin. En fait, c'est aller chercher le truc, tu vois. Mais c'est pas là, si je gagne demain 1 million d'euros, je vais pas changer d'appartement et m'acheter 3 bagnoles. En fait, c'est plus j'en sais rien. l'excitation de le Ouais. faire. C'est l'excitation. J'ai l'excitation.
d'avoir une nouvelle commande, mais en fait l'argent après, genre, je vais rien. Toi, quand j'ai vendu ma boîte, Mais est-ce que du coup, j'ai rien fait, j'ai rien. Parce que t'as aussi la tête sur les épaules et que t'as pas envie de dépenser à outrance. Mais tu te sens rassuré d'être confortable dans ta vie finalement. alors c'est par peur du manque ou c'est juste par stimulation de générer de l'argent? Ouais, stimulation. Ouais. Mais c'est même pas dans un. Est-ce que c'est dans un objectif que cet argent aille sur quelque chose de Non, qui a pour moi du l'argent c'est un sens? jeu. Tu vois, quand je faisais des paris sportifs, j'envoyais 1000 euros sur des matchs, 1500 euros sur des matchs. Je les perdais, ça me faisait ni chaud ni froid, tu vois. Alors pourtant j'avais pas d'argent à côté, j'avais pas encore vendu ma boîte. Ouais. Mais je m'étais dit bon, si un jour vraiment je suis en galère, bah ce sera le moment de se retrousser les manches et là de se refaire, tu vois. Et d'essayer, ça marche pas, tu vois. Ok. Donc Alors, non. du coup, moi, je vais donner mon rapport. Je réponds à ma propre question. Pour moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait de travailler, enfin, de pas se mettre de limite de temps dans le nombre d'années où je vais travailler. C'est-à-dire que pour moi, le sujet de l'âge au départ à la retraite, je comprends que ça soit un enjeu pour certains corps de métier où il y a je sais pas, des métiers hyper physiques où clairement tu peux pas être maçon jusqu'à 80 ans. Enfin, ça n'a pas de sens. Et il y a je trouve des catégories socioprofessionnelles où il est évident qu'il faut mettre des cadres. Pour autant, moi, je suis un peu dans cette même démarche de tant que j'ai de l'énergie et que j'ai les capacités intellectuelles et ou physiques mais je continuerai à travailler, quitte à changer de travail pour m'adapter en fait à ma condition. Parce que c'est aussi par le travail que tu maintiens une bonne santé, je pense. J'ai un bon exemple, mon père, Ouais. coucou papa, qui vient pour le coup d'être plus ou moins récemment à la retraite, mes parents sont un peu plus jeunes que votre père, ils ont, je sais pas, la retraite quoi, 65 à peu près. Je sais pas s'il a cet âge, mais... et en gros, il a toujours aimé bosser, mais pourtant il a toujours bossé dans des boîtes qui sur le papier vendent pas du rêve. Des grosses boîtes dans l'informatique, et il était commercial. Et aujourd'hui, il bosse à outrance, comme avant, pour les Restos du Cœur, de manière bénévole. Mais il a le même emploi du temps qu'avant lorsqu'il ne bossait pas. Mais il kiffe. Je sais pas. S'il kiffe le fait de s'investir dans quelque chose et d'aider quelqu'un ou une association ou peu importe, ou d'avoir une routine qui soit la même qu'avant. Ouais. C'est le fait d'avoir quelque chose de régulier. C'est comme, tu vois, les gens qui passent à qui passent à la retraite et qui finalement ont besoin de s'investir dans des associations ou dans des trucs, alors que tu vois d'ailleurs les gens qui s'arrêtent de tout faire, qui d'un coup ont plus rien, tu vois un déclin cognitif accéléré x10. Mais parce que le travail associatif, ça reste du travail quand même. Et maintenir une activité, c'est ce qui organise ton temps, c'est ce qui organise ta journée, c'est ce qui organise tes relations avec les autres. Tu vas rencontrer du monde. Si tu t'arrêtes du jour au lendemain, sans avoir rien en backup, socialement, tu ça perds, peut t'isoler. Ouais. voilà, tu perds ce rapport aux autres, tu perds le rapport au temps aussi, etc., etc. Mais parce que vous associez beaucoup du coup le travail à l'activité, parce que tu parlais de revenus passifs, enfin de créer des business passifs, etc., etc. Et là, tu fournis. Est-ce que là, tu as l'impression de fournir un travail quand tu montes ce genre de boîte? Ah ouais, parce que quand tu le montes, là en ce moment, je bosse de 8h à minuit, tu vois. Mais après, une fois que c'est lancé, comme l'histoire de Scotch, je fais pas rien. Et t'es jamais... Parce que du coup, moi en ce moment, je travaille énormément aussi parce que je suis dans cette phase-là, dans cette entre-deux où je suis en train de partir de mon actuel salariat pour lancer vraiment mon activité. Et du coup, je suis dans un état de stress parce que je pense aussi à l'argent qui va devoir rentrer par rapport à ce qui sort, etc. Et ça me met dans un état d'adrénaline qui n'est pas tenable sur le long terme, en fait. Parce que du coup, le CDI avec la routine où tu sais que tu fais tes heures de 9h à 18h et ça s'arrête, t'as tes 5 semaines, je sais pas, 4 semaines de congés payés par an, c'est hyper routinier. Donc ça a un confort, mais un confort qui a aussi sa limite parce que tu peux vite... tu te dépasses pas, tu vois. Enfin si, tu peux toujours te dépasser dans ton travail, mais... est-ce que c'est finalement une question de personnalité aussi, d'être fait ou pas pour le salariat, tu vois? Moi, je parlais avec un de mes putains de potes cet après-midi. Il a de la chance. Non, mais en fait, on voulait proposer une soirée à un de nos amis qui est en couple depuis X années, qui a une vie hyper rangée, etc. Et, évidemment, il a dit non. Et puis, on s'est mis un peu à le chambrer et on s'est dit, c'était assez marrant, on s'est dit, si on raconte les 5 dernières années, lui, ça tient en une page, alors que lui, il a une vie un peu... avec des hauts et des bas. Moi, j'ai eu, je sais pas combien de CDI sur ces dernières années. J'ai tenté des business, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai gagné
de l'argent aussi. Enfin, il se passait plein de trucs, quoi, en tout cas. Et si je fais le bilan, je trouve ça tellement plus intéressant que lui, bien sûr, il a une situation hyper stable. Et il a pu prendre maintenant, il est propriétaire. Enfin, il rembourse sur je sais pas combien de temps, mais tout va bien. Mais je trouve ça d'un ennui, moi, terrible, en fait. Pour toi, Oui, pour toi, à ton point de vue. Ah, bien sûr, pour moi. Ouais. Ah ouais. Mais je pense que par contre, quand tu peux être heureux comme ça, t'es bien plus heureux que le gars qui a besoin, comme moi, en fait, d'être tout le temps avoir un truc qui bouge parce qu'en fait, c'est une relation, enfin, c'est un truc hyper instable, tu vois. Et en plus, même si quelqu'un veut partager ta vie, j'ai déjà vécu ce problème-là avec certaines copines, en fait, te projeter avec un mec comme ça qui, en fait, va te dire aujourd'hui je vais faire ça, 3 mois après ça je déteste, je vais refaire ça, c'est plus donner la tête en fait. Et du coup moi je me vois pas du tout à leur place, je trouve que c'est un ennui terrible, mais je pense que quand tu peux être heureux comme ça, t'as tout gagné parce que le salariat c'est quand même un confort incroyable, hein. Moi, je crois que je suis un peu dans l'ambivalence du point de vue de ces deux opinions, parce que j'ai pas non plus une vie rangée comme tu viens de la décrire, mais j'ai pas non plus une vie comme la tienne, faite d'imprévus finalement, de jour en jour avec le travail, l'entrepreneuriat. Mais je pense que depuis le tout début de mes études, je viens d'avoir 30 ans, depuis un tout petit mois. Respectez. Bon anniversaire, Ellie. Et je pense que depuis le tout début de mes études, lorsque j'ai fait des stages, etc., à droite, à gauche, j'ai jamais aimé mes stages. Vraiment jamais. J'aimais les études que je faisais, mais les stages, je trouvais ça d'un ennui. Soit je détestais mes collègues, soit je détestais le 9h, 18h30 et il fallait rester un peu plus, soit l'émission. Et mes amis, à l'inverse, qui faisaient les stages aussi, dans les mêmes études que moi, me vantaient plutôt leurs expériences, me disaient ouais c'est super, enfin elles trouvaient plein de points positifs et moi jamais, c'est-à-dire que j'ai longtemps été considérée comme Ellie déteste son taf quoi. Et aujourd'hui, avec je sais pas 6-7 ans à peu près d'expérience de travail, j'entends mes amis qui me disent j'en peux plus, je déteste, il y en a quelques-unes qui ont fait des burn-out, on est quand même jeunes pour faire des burn-out, et moi je pense que j'ai pris du recul face à cette situation et je me dis bon, j'ai fait diverses et variées diverses expériences, des petites, des grosses boîtes. Je sais ce que je ne veux pas. C'est quoi que tu veux pas ? Je ne veux pas bosser dans une grosse boîte et être un tout petit pion et ne pas savoir à quoi je sers. Tu préfères la Startup Nation ? Mais non, moi je bosse pas dans des milieux de start-up parce que je bosse dans des grosses énergies, dans des grosses industries, bâtiments... renouvelables, etc. C'est pas forcément des startups. Faut être dans des projets incubés dans la boîte. C'est plutôt ça, c'est plutôt des projets incubés dans des grosses boîtes. C'est vrai que j'ai pas mal fait ça. Et finalement, je trouve ça plus confortable. Parce qu'il y a la grosse boîte derrière qui est confortable, mais il y a le mode de fonctionnement de la plus petite boîte. Et il y a le respect de l'humain derrière. Et il y a une vie avec tes collègues, en fait. Et donc, le matin, t'y vas pas pour te dire « Aujourd'hui, j'ai telle mission ». Moi, j'y vais pour autre chose, en fait. J'y vais parce que l'ambiance est correcte, l'ambiance peut être cool même. En revanche, le soir, à 18h, j'ai qu'une seule envie, c'est pas le taf. C'est pas « Oh merde, j'ai encore du taf à faire ». À 18h, je me barre, c'est tout. Et tu l'assumes ? Et je l'assume, je l'ai toujours assumé. Alors, je sais pas si ça n'a jamais été mal vu parce qu'on m'a jamais rien dit. Mais je pense que dès le début, quand tu rentres dans une boîte, si tu restes dans les derniers, les 6 ans d'années d'expérience que tu auras, tu vas rester dans les derniers. Et je pense pas, souvent je me suis dit, mais les gens adorent leur taf, c'est pas possible. Ou alors, ils ont beaucoup plus de taf que moi. Mais je pense pas, non. Non, après ça, je trouve que c'est très français parce que quand j'ai présentéisme. commencé... quand j'ai bossé en Irlande, j'étais chez Twitter, du coup on bossait à mort, hein. Il y avait des objectifs, c'est-à-dire qu'en fait chez Twitter, on avait une réunion, une weekly, tous les lundis. Il y avait les top 3 performeurs et les top 3 mauvais performeurs, je sais pas comment on dit. Avec la photo, et ils devaient chacun se lever pour dire pourquoi ils avaient été bons la semaine dernière et pourquoi ils avaient généré autant de revenus, on était commerciaux, et les 3 mauvais, donc là c'était très bien, tu racontais à quel point tu avais vendu un super contrat à Toyota, et à l'inverse à quel point tu n'avais rien fait en fait, et là tu n'avais rien fait, donc, et tu te levais devant tout le monde, on était 35 et il fallait que tu expliques pourquoi, donc là c'était plus strict en France. Par contre nous on faisait 9-18, donc personne n'était là à 9h10, tu vois. C'était à 9h10 en vrai, de toute façon on avait tous une réunion, un truc comme ça à 9h, enfin à 9h10 si t'es là, si t'es pas là, on te fouette. C'est le seul qui est pas là, donc. Alors ça c'est en Irlande, mais moi j'avais lu un truc notamment, tu vois, par rapport au côté du présentéisme, etc. En France, t'as beaucoup cette culture-là de celui qui part à 17h, tu prends ton après-midi. Alors qu'aux États-Unis, la personne qui part à 17h, on la regarde, on dit putain, il a été méga efficace, mais bravo. En Irlande, moi, ce switch, t'es là, mais. J'allais tout le temps courir le soir après le taf, et en fait, la fin c'est 18h, mais quand je dis la fin c'est 18h, c'est-à-dire qu'à 18h15, 20,
il y avait les femmes de ménage qui passaient pour faire le ménage. Oui, donc les gens partaient vraiment. Les gens partaient. Moi, en fait, une ou deux fois, j'avais ma montre qui était pas chargée, donc je restais. Et il y avait mes boss qui me disaient, mais bouge, genre, fais quelque chose. Ils étaient persuadés qu'en fait, j'allais rester pour taffer. Et en mode, bouge, t'as une vie, genre, demain, reviens frais, quoi. Et c'était hors de question de partir Enfin, de toute façon, c'était même pas possible, il y avait les femmes de ménage. Donc le travail n'était pas perçu comme une finalité en soi, alors que pour beaucoup, je pense, et c'est peut-être cette notion-là qu'il y a en France encore, c'est que pour beaucoup, le travail accompli et la quantité que tu produis, ou l'argent que tu génères, ou le statut que tu as, est ce qui te permet d'être une preuve d'accomplissement en soi. Et ça fait écho un peu à l'épisode qu'on a fait sur c'est quoi bien vivre, en fait. C'est quoi avoir une bonne vie? C'est quoi bien profiter? Est-ce que c'est un statut? Est-ce que c'est qu'est-ce que tu laisses derrière toi et que tu te retournes, tu te dis putain, en fait, j'ai rien à regretter. J'ai vraiment profité de la vie parce que j'ai laissé quelque chose derrière moi où je suis fière. Et du coup, il y a beaucoup de gens peut-être qui, malgré eux, par les conditionnements de la société, etc., perçoivent le travail, le statut social, l'argent généré comme un marqueur d'accomplissement, de réussite. On voit pas, j'ai pas de caméra, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Donc, et du coup, je serais intéressée parce que là, on a les points de vue de quelqu'un qui a fait du salariat, de l'entrepreneuriat. Pour toi, Ellie, du salariat. Et du coup, quelqu'un qui est dans la fonction publique, comme Bonjour. toi, Thibaut. C'est quoi, du coup, le rapport au travail? Parce que toi, tu t'es entouré de personnes qui sont, du coup, enseignants. Ouais. Le rapport au travail, on a l'idée du prof qui en fout pas une, et franchement, il y en a, ça existe. Mais la plupart des profs que je côtoie, en tout cas, le travail est très très intégré comme valeur déterminante de leur vie. Ce qui fait qu'on pense au boulot toute la journée, quoi. C'est-à-dire, tu rentres pas chez toi le soir... T'as fini, t'es sorti de classe. C'est surtout que les profs, vous avez, entre guillemets, pas 35 heures de cours, vous avez genre, je sais pas, 18 heures. Ouais, en gros, un certifié classique, il a 18 heures plus 2 heures sup qui peuvent lui être imposées par son établissement. Donc en général, les établissements les imposent, donc Oui. ils ont 20 heures de cours. Tant qu'à faire. Bah oui, ils ont le droit, donc ils le font. Donc en général, un prof certifié, il a 20 heures de cours, et donc les 20 heures de cours, faut les préparer, faut les copies à corriger. Faut les copies à corriger, et en général, la vie d'un prof, c'est de penser à ses élèves du moment où ils se réveillent au moment où ils se couchent. C'est un et peu du un coup, il n'y métier a pas de... Ouais, le travail commence quand tu rentres chez toi, plutôt, même presque. Ouais, il n'y a Et pas de tu finis à 18h et tu penses à autre chose. Ma mère était prof et je Donc, vois on très bien. en vrai cette phrase. Donc en fait, c'est presque plus engageant, entre guillemets, parce que finalement... tu penses à tes cours, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est plus engageant, parce que finalement, quelqu'un même qui a un salariat, en salariat, s'il veut regarder ses mails à minuit, il peut toujours travailler. Oui. C'est plus engageant, mais en général, et justement, c'est là un peu la douille, j'ai envie de dire, c'est que c'est des gens qui, justement, sont Très engagés. C'est-à-dire que la douille, c'est celle du métier passion, justement, tu vois. C'est de... Bah attends, mais tu fais quelque chose d'utile pour la société. Justement, le côté le statut social, la position sociale dont tu parlais, nous, on l'a pas par des gros revenus. Mais par contre, on l'a par... Mais vous êtes super utile à la société, et c'est bien ce que vous faites, tu vois. Et du coup, il y a ce truc d'engagement. On a intériorisé c'est super important ce qu'on fait, et du coup, il faut s'engager à fond. Et il faut être tout le temps sur la brèche, quoi. J'ai presque l'impression que même aujourd'hui, prof, c'est presque encore pire qu'avant, parce qu'aujourd'hui, tout est connecté. Tu dois rentrer toutes les notes en ligne, tu dois prendre les notes pour tes élèves qui sont absents, tu dois être sûr que tu envoies bien les devoirs pour qu'ils aient bien les devoirs si jamais ils ne l'ont pas noté dans leur agenda. J'ai l'impression que l'agenda n'existe même plus. Non, ils n'ont plus d'agenda, non, c'est sûr. C'est tout sur Pronote. Tout est pré-bâché, donc c'est encore plus de taf pour les profs. Et le côté du télétravail, mais c'est ça pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, c'est un instrument... on a un instrument de communication avec les élèves qui est numérique. Et donc, en effet, c'est quelque chose qui va empiéter sur ta vie privée. Comme j'imagine que dans le salariat et dans l'entrepreneuriat, le fait de pouvoir télétravailler, ça empiète aussi sur votre vie privée, parce que Alors, j'avais lu, du coup, j'avais lu, j'avais fait une petite recherche. Est-ce que c'est vraiment si bien que ça, nanana. Et en fait, j'avais trouvé une étude psychosociologique, sur, en fonction de ton profil psychologique,
tu es ou tu n'es pas fait pour le télétravail. Et ils expliquaient qu'en fait, tu as des profils de personnes qui sont introvertis, donc c'est-à-dire qu'ils rechargent leur batterie en étant seuls. Ils peuvent être très sociables, mais ils ont besoin d'être seuls pour recharger leur batterie. Et quand ils sont entourés de gens autour, ça a tendance à leur vider d'énergie, ce que j'appelle les cuillères. C'est-à-dire que là, le matin, tu te réveilles, tu as 8 cuillères à ta disposition d'énergie. Et puis si tu prends ta douche, je sais pas, tu vas perdre une demi-cuillère. Si tu as ton enfant qui gueule parce qu'il a envie de son biberon, tu perds une cuillère entière. Si tu vois ton patron, t'en perds 2. Enfin, je schématise. Tu prends les métros, t'en perds 3. Surtout si en plus il y a des trajets de retard et tout. Bon. Et à la fin de la journée, il te reste une fourchette, quoi. Du coup. C'est ça, voilà peut-être. En tout cas, t'as plus de cuillère. Et donc, les introvertis se rechargent par la solitude et ils peuvent être très sociaux, entre guillemets, quand ils ont envie de socialiser, ils vont voir des gens, ils sont super bonne humeur, machin, mais ils rechargent leur batterie en étant seuls. Les extravertis rechargent leur batterie en étant entourés. T'es comment, toi ? Introverti, je suis très sociable, mais j'ai besoin de mes moments vraiment seuls. Et par exemple, une journée au travail au bureau, je rentre le soir, je suis éclatée de fatigue. Et vous ? Mais éclatée de fatigue. Vous deux ? Comme Marie, pareil. Introverti aussi, ouais. Ouais, moi aussi. Alors, Ouais, j'adore être avec des gens. Quand je choisis. Ouais, voilà. Et du coup, ça, c'est pas facile à faire comprendre dans le milieu du travail parce qu'on va te dire, ouais, mais la cohésion d'équipe et pour avoir des idées, pour brainstormer. Mais je peux brainstormer dans mon coin et prendre des notes et faire du brainstorming avec vous quand c'est le moment d'en faire. Et pour autant, moi, quand on avait été en confinement et que j'ai été en télétravail, c'est la première fois de ma vie que je faisais vraiment du télétravail de longue haleine. Mais quel bonheur! Et là, mais ma productivité a décuplé. Par contre, là où c'est dangereux, et ça j'en ai conscience, c'est que tu as beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la frontière, à mettre la limite entre vie pro, vie perso, et qui se font déborder par le professionnel en n'arrivant pas à mettre de coupure, parce que quand tu es tout seul et que tu n'as pas la pause café, le machin, c'est beaucoup plus, entre guillemets, facile, soit pour ceux qui n'en branlent pas une, de ne rien branler du tout, soit pour ceux qui ont tendance à genre juste vouloir travailler, d'enchaîner et pas de prendre de pause. Si Martine elle vient pas te chercher pour la pause café, tu t'y vas pas quoi. Non, mais si tu veux que moi quand je suis en télétravail, des fois je vois pas le temps passer parce que je suis concentrée sur mon truc, surtout si c'est quelque chose qui me plaît. Je suis en train d'écrire, je suis dans la rédaction parce que moi pour le coup je suis plutôt rédactrice, création de contenu, marketing, etc. Je suis dans mon truc, je suis focus. Je peux voir passer 3 heures et au bout d'un moment je fais putain mais en fait ça fait 2 heures que j'ai envie de faire pipi là, peut-être que je me déplace jusqu'à mes WC, c'est peut-être l'heure. Ça du coup c'est le bon profil pour les patrons entre guillemets, pour les boîtes quoi. Enfin tiens, moi à l'inverse en télétravail, pour moi c'est un jour off, tu vois. Oui mais en fait c'est ça, mais non, mais je trouve qu'il y a pas, je fais que ce qui est pour moi. Je me dis tu bombarderas plus la semaine quand t'es là-bas, mais là par contre moi je fais que mes projets, tu vois. Mais quand t'étais en salariat, t'avais un seul jour de télétravail? J'en avais 2. Parce que je vois une assez grosse différence entre ces 2 dernières années en Espagne. J'étais en full télétravail. Les jours auxquels vraiment je suis allée au travail très très peu en 2 ans parce que mon équipe n'était pas basée à Madrid. C'est très con, mais c'est le cas. Et c'était trop. Vraiment, c'était trop. Au début, je dirais que j'ai eu du mal à prendre mes marques. Ensuite, j'ai trouvé ça hyper confortable parce qu'en effet, je faisais aussi mes trucs en parallèle. Et vers la fin, j'en pouvais plus en fait. J'avais besoin de voir des gens. J'avais besoin d'un rythme un peu plus imposé et de voir des gens. Et j'entends les gens qui sont en télétravail un seul jour par semaine et qui en effet profitent de ce jour pour faire le ménage, faire les courses, etc. En revanche, quand il y a un bon équilibre qui est instauré par la boîte, tu as le droit à 2 ou 3 jours maximum de télétravail par semaine, tu sais que c'est la moitié de ta semaine, donc tu peux pas te permettre de rien faire. Et donc t'en profites pour charbonner, je trouve. Charbonner ou en tout cas faire ton travail. Ou faire ton travail, mais le faire de manière plus concentrée parce que t'as pas tes collègues qui t'harcèlent toutes les 3 secondes. Et en confinement, vous étiez salarié ou pas ? Oui. Toi, Marie ? Ouais. Et est-ce que vous avez découvert des collègues que vous ne connaissiez pas par le télétravail ? Parce que nous, on a des élèves qui sont révélés, qu'on n'entendait jamais dans les classes et qui l'outil l'outil numérique leur permet vous n'avez plus télétravail là, nous depuis retour aux classes et tout. C'est ça. Et vous n'avez pas de collègues qui étaient plus épanouis, qui étaient plus présents? Moi, à l'époque, on était une toute petite équipe, donc on n'était que 4. Par contre, pendant cette période de confinement, je me rappelle qu'on avait recruté un stagiaire. Et en fait, on l'avait recruté à distance. Tout avait démarré à distance, si tu veux. Et je me rappelle des rendez-vous de meeting à 9h30, tu vois, où on se connecte tous.
On dit, bah, tu mets pas ta caméra Il met sa caméra, il était en noir encore dans son lit, on était là, mais t'es sérieux enfin, genre, Ah ouais. Ouais, genre le choc, enfin, il y avait un minimum, t'es là, mais t'as pas honte, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, on est au boulot quand même, quoi. Ou t'inventes une excuse de caméra, mais... Je sais pas, mais après, tu vois, moi, pour le coup, ce qui m'arrange énormément avec le télétravail, c'est aussi en ça que j'avais envie enfin, c'était sur ça que j'avais envie de parler, pour cet épisode, c'est que je pense fondamentalement que notre rapport au travail dans la société occidentale n'est pas complètement en accord avec nos rythmes biologiques si on s'accordait sur nos rythmes individuels. C'est-à-dire que, comment dire, jusqu'à présent, la société et le rapport au travail, il est pensé d'une manière uniforme pour tout le monde. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'est 9h-18h. Pour tout le monde, c'est lundi-vendredi. Pour autant, moi, par exemple, je me réveille tôt de manière naturelle le matin. Ce qui fait que si je suis réveillée à 6h30 et que je dois attendre pour travailler à 9h, mais que, en fait, à 17h30, je suis hyper fatiguée parce que je suis réveillée depuis 6h30 de manière naturelle, pourquoi est-ce que je pourrais pas démarrer à travailler à 7h30 jusqu'à 11h, et puis à 11h, je m'arrête et je fais une pause jusqu'à 14h, et puis je reprends à 14h, et puis je m'arrête à 17h30 ou 18h, et puis je reprends, et puis je travaille un peu de 19h à 20h. Ce rythme-là n'est pas possible si tu suis la règle du travail pour tout le monde. Et du coup, là où je pense qu'il y a une limite aujourd'hui si on veut vraiment que les gens qu'il y ait une productivité, c'est que plutôt que de penser collectif et même règle pour tout le monde, on devrait penser peut-être, c'est une idée, on devrait penser individu pour faire bénéficier le collectif. C'est-à-dire que, ok, toi, tu fonctionnes comme ça pour travailler, quel serait le rythme qui te conviendrait ? Et tu apprends à travailler en asynchrone. Aujourd'hui, avec les outils numériques qu'on a, on a cette possibilité-là de travailler en asynchrone. On n'est pas obligé d'être au téléphone tout le temps, tu vois ? Ouais, mais dans des boîtes de centaines de personnes, même dans des boîtes de vingtaines de personnes, c'est hyper difficile Je suis d'accord. de se plier pour une personne, pour Madame X et Monsieur Y. Mais c'est pas se plier. Madame Michu. C'est à partir du moment où tu mets en place tout un écosystème d'outils qui permet justement cette asynchronicité, peut-être que ça peut être envisageable. Mais même pour des réunions. Enfin, finalement... Mais du coup, est-ce qu'elles sont vraiment utiles, ces réunions ? Bah, ça dépend. Est-ce qu'elles sont toutes utiles ? S'il y en a beaucoup trop, elles sont inutiles. Ah, Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a trop, je trouve, en France, mais c'est terrible. Oui, il y en fait, a le beaucoup nombre de trop, réunions, on est il n'y a d'accord. pas d'ordre du jour, et en fait, où tu rentres dans la réunion, tu sais que tu vas traiter de ce sujet, et tu sors de la réunion. C'était pas dans la boîte que je viens de quitter, mais celle d'avant. Donc la grosse multinationale, une boîte où il y a, je sais pas, tout le monde la connaît ici, c'est sûr. Un concurrent de la boîte au grand M, un concurrent de McDo, en fait, qui a une très bonne marketing de communication d'ailleurs. Exactement. Alors, on voit tous. On voit tous, vous voyez. On rentrait en réunion, il y avait un ordre du jour, on sortait de la réunion, on n'avait pas avancé une seconde, ce qui a été sorti, c'était en fait on se recap la semaine prochaine pour réavancer sur le point sur lequel on n'a pas avancé en fait. Et en fait, quand je pensais à Twitter et l'Irlande, on avait peut-être 2-3 réunions par semaine d'équipe, et derrière, putain, mais à chaque fois, il y avait tel point, et surtout chez Twitter aussi, quand tu avais une réunion de 15h à 16h, c'est très bien que vous mettez une réunion avec un client de 16h à 17h. Parce que derrière, la réunion, si à 15h55 on n'avait pas tout fini, bah, la personne qui gérait ça, disait bon, c'est terminé. Alors que là, ça s'éternisait, on n'en sortait rien, etc. Juste par contre, on avait chacun passé 1h30 en réunion. Et après, on tapait une demi-heure de pause café parce qu'on a fait 1h30 en réunion. Ouais, je pense que dans ce genre de grosses réunions, il y en a un ou deux à qui ça sert, et les autres, ils sont passifs. Ils écoutent même pas en fait. Ils sont là, ils ont chaud, ils en peuvent plus, ils ont soif. Ils pensent à leurs tâches qu'ils ont à faire encore, ils vont terminer plus tard ou pas. Mais ce que Marie a dit sur faire son propre emploi du temps, je trouve ça hyper vrai parce qu'il y a des gens qui sont du matin, d'autres du soir. Oui. Et imposer. Et il y a un truc qui marche très bien. Là, je vois depuis que je suis à mon compte, je fais une sieste. Donc je vais au sport tous les midis de 12 à 13 ou 13 à 14, peu importe. Après, je fais 20 minutes de sieste, mais je suis plus jamais fatigué. Après, jusqu'à 23h, minuit, 1h. Mais le sport, ça te redonne tellement d'énergie. Puis la petite sieste après, juste après, mais 20 minutes, hein. Mais elle est incroyable. Alors qu'en fait, au taf, je vois très bien que je passe en fait mon après-midi à lutter. Je m'achetais un Monster
quasiment tout le temps, à part le lundi, parce que je sors de Un questions. monster. Ouais. Je veux pas commencer la semaine avec Placement un Monster. publicitaire. Si vous voulez sponsoriser ce podcast, veuillez contacter. Parce que Red Bull ne fait pas de Red Bull 50 centilitres sans sucre. Donc je pars sur Monster sans sucre parce que je veux un 50 centilitres. Ça va. Mais c'est la seule raison. Mais du coup, là, je passe l'après-midi à lutter, à servir à rien par lutter. Alors que chez moi, j'ai une petite sieste de 20 minutes et en fait, je suis fatigué. Mais du coup, soir, toi, t'es d'autant plus un profil qui a besoin d'un métier passion. Oh, 100%. Alors que Sinon, je pense que je suis hyper nul en entreprise. Hein. Je pense que mes anciens collègues doivent se dire, ouais, peut-être il a des bonnes idées, mais en fait, il a peut-être des bonnes idées des fois, mais... Non, mais en tout cas, j'ai rien apporté en entreprise. Hein. À part chez Twitter, parce que c'était de l'entrepreneuriat, j'avais mes propres comptes, etc. Je faisais ce que je voulais. Mais mes 4 dernières boîtes, j'étais un boulet, quoi. Enfin, j'apportais rien. J'étais là, je faisais rien. J'essayais de faire, je faisais rien, alors que j'étais tout le temps fatigué, alors que je suis pas du tout un mec fatigué. Moi, je suis un mec qui a une énergie énorme. Donc ouais, quand ça me plaît pas. Et toi, en tant que prof du coup, de sciences économiques et sociales, tu dois peut-être beaucoup te documenter par rapport à ces sujets-là. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une tendance à un changement de la structure du travail ou du rapport au travail ou pas du tout? Bah ouais, mais c'est surtout une question de réduction du travail. En fait, on essaye de réduire le temps, en tout cas, que le travail a dans notre Donc ça veut dire vie. qu'il y a d'autant plus une prise de conscience que le travail n'est pas une fin en soi. Ouais, bah oui, parce que en fait, le travail, c'est un facteur qui est hyper important pour l'intégration sociale, comme C'est on vrai. disait tout à l'heure pour le côté associatif il faut que tu continues une fois que tu as arrêté de Parce que travailler. tu rencontres des gens. Parce que tu rencontres des gens, tu t'intègres, ça dit qui tu es aussi. Enfin, par exemple, je suis étiqueté le prof de ce soir, Loïc est étiqueté l'entrepreneur de ce soir, Marie, tu es étiquetée la femme qui fait plein de choses de ce soir, Ellie, la salariée. Tu vois, enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Qui a voyagé à Madrid. Espagnol. Qui a voyagé en Espagne. Non, mais oui, l'espagnol. Mais oui, non, mais c'est ça dit... ce que je veux dire, c'est que le travail dit quelque chose de notre place, donc nous permet de nous intégrer, parce qu'on a besoin d'avoir une place pour s'intégrer. Et du milieu aussi dans lequel tu travailles. Et du milieu dans lequel tu travailles. Comment dire, ça conditionne un peu aussi le type de rencontre que tu vas être amené à faire. Parce que si demain je vous disais je suis agricultrice, bon bah j'aurais peut-être pas les mêmes cercles de social. Bah oui, forcément. Ni les mêmes cercles sociaux, ni le même mode de vie, parce que justement les agriculteurs, bah, ils se lèvent pas à la même heure Non. que Ils ont pas de les réunion à 9h employés du du matin bureau, pour faire un meeting. etc. Ouais. Et du coup, le travail, on essaye de le réduire, de réduire sa place dans notre société. En témoignent justement toutes les réformes. On parlait de retraite tout à l'heure, mais bon, c'est justement une réforme qui est un peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on a plutôt tendance à essayer de réduire la place du travail et de développer plutôt l'épanouissement par le loisir, par ce genre de choses, par autre chose que notre rapport au travail. Mais si on se lève tous à 8h le matin pour aller en réunion à 8h, c'est une question de cohésion sociale et d'organisation, en fait, de la société. Ouais, parce qu'on est obligé finalement, parce que pour que la société fonctionne, il faut qu'il y ait C'est des ça. règles. Parce que ton chauffeur de bus, lui, c'est pas lui qui va décider si il t'amène à 7h ou si t'amène à 6h. Son trajet, il doit être organisé pour amener le maximum de gens à la même heure, etc. Si les administrations ouvrent à telle heure, c'est parce que tu sais que le rythme de vie de la société Donc en fait, est organisé autour de ça. finalement, pour qu'une société fonctionne, on a quand même besoin encore qu'il y ait une majorité de gens qui continuent à suivre le rythme normal. Parce que si tout le monde devenait des solopreneurs de LinkedIn et machin, Exactement. ça serait le horrible. foutoir Mais je total. pense que même les solopreneurs finissent par se rendre compte qu'il faut finalement respecter certaines règles sociables justement, de certains horaires, aujourd'hui je dois rencontrer tel client, donc je dois me fier à ses horaires, etc. Bien etc. sûr. Tu vois, mon ancien taf, c'était à Cour-Saint-Émilion, je prenais la 14, et il y avait toujours une queue d'eau où je faisais un changement à la gare de Lyon, et j'attendais un métro, deux métros, et quand je me disais, putain, mais t'as pas réussi à pas être là, en fait, tu vois. Ça m'énervait. Je me Comment dis, ça t'as pas réussi à pas prendre un être chemin comme tout le différent monde. pour ne pas être à 8h45 devant ce métro, tu vois. Hmm. Et j'ai tout fait pour pas être là, et en fait, finalement, j'ai vendu ma boîte, j'ai voulu retenter le salariat, et en fait, finalement, je me retrouve comme... Tous ces gens qui Ces vont au petits travail soldats à de 9h. merde. je voulais pas imiter, en fait. Ouais, mais enfin, après, comme tu Oui, dis, hein, c'est ta vision. si j'arrivais à être heureux en salariat, mais je foncerais et comme mes potes, je serais. Mais enfin,
bien payé avec une sécurité, et du coup moi c'est pas du tout le cas. Donc là quand je me retrouvais à laisser passer X métro pour aller à un boulot dans lequel je voulais pas aller, etc., je me disais Alors il y a aussi une question, et je pense là je refais un lien avec la psychologie parce que c'est un petit peu mon dada, mais j'en parlais avec justement mon ami Alexis qui distinguait les personnes neurotypiques et neuroatypiques. Vous connaissez Non. Alors neurotypique, on va dire qu'il y a un mécanisme de pensée, si je simplifie, un mécanisme de pensée simple, enfin pas simple mais classique. Vous direz si vous avez une définition différente, mais je vais peut-être pas entrer tant dans les détails. Neuroatypique, c'est que tu as un mécanisme de pensée qui est un peu en arborescence, un peu différent, c'est-à-dire que tu peux avoir 1000 idées à la seconde et que tu as parfois du mal à les organiser. Quelqu'un qui est neuroatypique va aussi avoir des interprétations des situations différentes, mais bon, après c'est d'autres sujets. En tout cas, là où moi, ce que je me suis rendu compte de ma limite par rapport au fait d'avoir un travail avec une entreprise, avec une mission précise ou un cadre précis, c'est que je me sens enfermée dans une case. Parce que du coup, moi, j'ai besoin d'avoir plein de choses différentes pour stimuler ce besoin-là de nourriture intellectuelle et de stimulation qui fait que un seul projet, une seule entreprise, un seul truc me fait dépérir, en fait. J'ai besoin d'être stimulée. Et ça passe forcément par l'activité professionnelle? Non, pas que. Ça passe aussi par la créativité. D'où le fait que ce podcast, ça m'a autant apporté parce que c'est, même si je gagne rien dessus, c'est de la créativité qui nourrit mon esprit, qui me fait apprendre des trucs, j'apprends dessus, boum, je suis stimulée. Et là, le fait de lancer à la fois une casquette de thérapeute, ça va me faire apprendre à fond sur des nouvelles trucs, d'accompagner des personnes, de rencontrer des gens, et à la fois la casquette de rédactrice, etc., va me faire aussi continuer à rencontrer différents projets, et du coup d'être stimulée sur différentes choses. Là où c'est un peu dangereux, c'est que dans ce genre de profil-là, il faut arriver à être super organisé parce que sinon tu te fais vite déborder et tu termines en burn-out parce que t'en fais trop et que tu te retrouves en suractivité. Donc c'est aussi une fragilité. Mais c'est ce dont j'ai pris conscience récemment quand j'ai commencé à passer des entretiens parce que je me rendais compte que je voulais quitter la boîte où j'étais. Je passais des entretiens d'embauche et en fait on me présentait le truc, le projet me plaisait et tout. Et à l'intérieur de moi, je me disais, mais je vais encore avoir un patron qui va décider mes horaires et quand est-ce... Pas parce que je veux pas faire ce qu'on me dit, mais parce que je veux pas qu'on ait à décider pour moi. Je sais ce qui est bon, je sais si ce matin, je peux me lever à 7h30, peut-être que demain, je pourrais démarrer qu'à 9h, et je m'adapterai et je travaillerai plus tard, ou je travaillerai le samedi après-midi, peu importe. D'accord. Mais tu veux bosser jusqu'à minuit, tu bosses jusqu'à minuit, tu vois. Voilà, mais le lendemain, si j'ai besoin de me réveiller à 10h, je me réveillerai à 10h. Ouais. Oui, mais alors j'ai un Et tu petit rattraperas truc à dire quand même, c'est midi. qu'aujourd'hui, vous êtes tous les deux, je fais partie de votre bande, hein, mais si je comprends bien, célibataire sans enfant. Alors oui. Et donc vous êtes très libre. Je sais pas ce dont vous avez envie pour votre vie future, mais mine de rien, créer une famille, ça impose un certain cadre. Eh bien, c'était la première partie de l'épisode sur le rapport au travail. C'est une table ronde qui a été très longue, donc je vous préviens, c'est la partie 1/3. Donc, eh bien, rendez-vous dans la deuxième partie pour entendre nos blablas, et autant vous dire qu'on a beaucoup divergé. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à partager cet épisode à ceux qui pourraient être intéressés. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée.